s'il te plaît, dessine-moi une monnaie. Mais ce n'est pas une monnaie, c'est une fleur. Une fleur ? Mais non, c'est une monnaie. Crois-moi, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'histoire de Capitaine Cook. La première fois, quand sa flotte accoste dans l'archipel hawaïen, dans la baie de Kealakekua, en janvier 1779, tout se passe bien. Il est accueilli les bras ouverts avec des fleurs, des porcs et des cadeaux, parce que pour la population locale, il est l'incarnation vivante de leur dieu Lono, dieu de la paix et de la fertilité. Mais lorsqu'il est obligé de revenir un mois plus tard, il est tout simplement tué sans aucune autre forme de procès. Sa mort illustre ainsi le décalage avec la représentation de la coutume locale, selon laquelle Dieu Lono ne viendrait qu'une fois par an. C'est un triste sort. Mais je ne comprends toujours pas la relation entre la monnaie et la fleur. Vois-tu, pour nous les Occidentaux, les choses ont pendant longtemps semblé simples. Et cela même dans la définition de notre monnaie. La monnaie est un instrument de paiement qui est reconnu par une autorité, par un État par exemple, qui en garantit la valeur. Elle sert aux échanges, à clore une transaction ou à réguler et harmoniser l'impôt. L'obtenir, la posséder et l'accumuler sont les trois concepts qui, pour nous, qualifient la monnaie. D'ailleurs, le philosophe allemand du XIXe siècle, Georg Simmel, emploiera même le terme « les avoirs ». Les avoirs ? Comment fonctionnent-ils ? Eh bien, pour beaucoup d'économistes, ils sont un pur objet économique au même titre qu'une simple marchandise. Selon eux, les avoirs circulent librement et sont indépendants des individus qui les manipulent. Dans l'économie moderne, la monnaie est ainsi un des instruments grâce auxquels toute chose peut être échangée contre une autre, et cela entre des personnes qui entretiennent toutes sortes de relations. Dès le XVIIe siècle, avec l'avènement des sphères du politique et de l'économique, l'individu devient ainsi de plus en plus autonome et s'émancipe de l'emprise du religieux. C'est tout ce processus qui accompagne la construction de l'individualisme moderne en Occident, révélant un individu qui devient le centre du monde et s'autonomise de Dieu. En Occident seulement ? Et ailleurs ? L'économie a pris une place très importante dans la modernité occidentale pour expliquer les phénomènes sociaux. Son application aux autres sociétés, africaines, océaniennes ou amérindiennes, a semblé naturelle et évidente. Imagine qu'en plus, depuis la Renaissance, c'est l'époque de la découverte de nouveaux continents et êtres vivants, qui n'ont pas été mentionnés dans la Bible. Ce n'est que des siècles plus tard que l'on comprendra vraiment la richesse qui est derrière leurs propres moyens d'échange. Mais en attendant, de leur rencontre avec les voyageurs, trappeurs, colonisateurs et missionnaires, va naître le mythe du sauvage troqueur qui va leur coller à la peau pendant plus de 3 siècles. Ah oui, ça me rappelle des vieux films où les sauvages, peau rouge, troquent des chevaux contre de la pacotille. Et où toute une partie de l'industrie cinématographique alimentait une image péjorative de l'Indien, pas bien futé, se faisant avoir en beauté par des Blancs. Le troc est pourtant et tout simplement un échange direct de biens ou de services contre autre chose, sans l'intermédiaire de la monnaie. Mais sa dévalorisation est associée à la naissance du mythe du sauvage troqueur, évoqué une des toutes premières fois par l'économiste anglais John Locke en 1690 dans son traité du gouvernement civil. Il a pendant longtemps opposé les sociétés occidentales qui se définissaient comme civilisées et les sociétés que l'on qualifiait de sauvages, et cela donnait naissance à la théorie de l'évolutionnisme économique. Qu'est-ce que tu veux dire par l'évolutionnisme économique ? Cette théorie voit dans la monnaie une origine unique et universelle. Elle serait née avec le développement indispensable du marché et des relations marchandes. C'est le philosophe et économiste écossais Adam Smith qui va proposer dans son traité de 1776, Recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations, une théorie de l'évolution du troc vers un échange marchand. Selon lui, s'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas d'échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Et s'il n'y a pas d'économie, il n'y a donc pas de monnaie. C'est la raison pour laquelle on appelait les objets d'échange des sociétés primitives les pré-monnaies, monnaie traditionnelle, monnaie non moderne, monnaie non marchande, et j'en oublie. Pourtant, regarde ce qui est marqué dans ce livre de Karl Polanyi,
Nous devons pour commencer nous défaire de certains préjugés du XIXe siècle qui sous-tendent l'hypothèse d'Adam Smith. L'habitude de voir dans les 10 000 dernières années comme dans l'ordre des premières sociétés un simple prélude à la vraie histoire de notre civilisation, laquelle commencerait en 1776 avec la publication de La richesse des nations, est dépassée, pour ne pas dire plus. En effet, tout le monde n'est pas d'accord avec Adam Smith. Et parmi ceux qui vont critiquer sévèrement ses travaux, on trouve Karl Polanyi, très célèbre économiste hongrois, auteur de La Grande Transformation, l'un des plus critiques envers l'évolutionnisme économique et les préjugés liés à la fable du troc de Smith. Mais aussi Marshall Salins, anthropologue américain qui, avec l'exemple des Bushmen du Kalahari, remettra en question la prétendue quête obsessionnelle des moyens de subsistance des sociétés primitives et leur absence de surplus. Oui, mais Marshall Salins est un anthropologue, pas un économiste. Ils ont tous les deux un très grand mérite de regarder l'économie libérale de nos sociétés modernes à la lumière des sociétés traditionnelles, et en contraste avec elles. Avec les travaux des ethnologues comme Marcel Mauss, Richard Turnwald ou Bronislaw Malinowski, ils ont réussi à montrer que le système de référence qui est le nôtre a longtemps fonctionné dans une totale méconnaissance de ceux que l'on rencontrait. Avec leurs analyses, nous voyons aujourd'hui comment l'irruption et l'imposition de notre vision économique, qui essaie de rationaliser les choses, déstructure totalement les systèmes et les pratiques d'échange coutumiers des populations. Pourquoi as-tu choisi une fleur ? Lorsque Aliki no Hohimae Reo Are des îles Salomon vient à Paris en 1982, il s'étonne de voir des fleurs partout, pour les mariages, les funérailles, un rendez-vous amoureux, sur la tombe du soldat inconnu, et j'en passe. Et alors ? Ce qui nous échappe complètement, à nous occidentaux, ce ne sont pas les faits, mais le système de signification dans lequel ils s'inscrivent et prennent sens dans la comparaison fleurs et monnaie mélanésienne. Or en fait, c'est justement ce que comprend Aliki, pour qui les fleurs sont à Paris la grande chose nécessaire à l'ouverture, au maintien et à la relance des relations sociales. Les fleurs sont à Paris la vraie monnaie de perles de coquillage, car la monnaie de perles dans sa société de Mélanésie, c'est comme les fleurs qui circulent partout dans Paris.